comment j'en suis venue là? Alors déjà, évidemment, c'est une volonté de ma part puisque c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est surtout qu'en termes de formation, et je vais un peu embrayer là-dessus, en termes de formation, quand on sort de l'école, on a, bon, moi je viens de l'ESO, de l'école supérieure d'ostéopathie Marne-la-Vallée, à côté de Paris. On est bien formé en 5-6 ans, mais par contre, on ne voit pas forcément de spécificité ostéopathique. C'est-à-dire que tout ce qui va être en termes de périnatalité, de sportifs également, de seniors, c'est quand même très survolé. On a quelques bases physiologiques, mais c'est vraiment uniquement les bases. Et pour moi, c'est pas suffisant pour prendre en charge en fait du bébé et de la femme enceinte. Donc, j'ai commencé à me dire que j'étais pas assez efficace chez l'enfant et qu'il faudrait que je me forme à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des formations et j'en ai fait une par an pendant, je pense, jusqu'à il y a 2-3 ans. Ça fait 12 ans que j'exerce, donc j'ai fait quand même pas mal de formations à chaque fois. Une par an parce que déjà, il y a le coût financier, évidemment. Et puis voilà, il fallait aussi trouver les bonnes formations. Alors au départ, j'ai fait quelques petites formations qui sont pas très connues, sur lesquelles je vais pas revenir. Je pense que vous en connaissez toutes et tous. Je vais vous surtout citer les formations qui pour moi ont été déterminantes et qui apportent vraiment quelque chose et un plus dans la pratique ostéopathique. Donc voilà. Pour moi, c'est nécessaire. Je vais juste faire un point là-dessus parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le savoir, c'est évident, mais du coup, tout ce qui est red flag, tout ce qui est contre-indication, physiopatho, ce qu'on doit savoir pour orienter les femmes enceintes et les bébés, on ne peut pas le deviner. Donc, il faut se former à ça, c'est un minimum. Après, il y a aussi tout ce qui est technique ostéopathique et prise en charge globale. On va y revenir aussi sur l'abord aussi des familles. Mais tout ça, pour moi, il faut se former en fait. Si on ne se forme pas, on pourra quand même prendre en charge des enfants et des bébés. De toute façon, beaucoup d'entre nous le faisons et idem pour moi pour le sportif. Mais je pense qu'à un moment donné, si on veut être efficace sur des cas un peu plus complexes, va falloir se former. Alors sur les formations, la première que j'ai faite, c'est OPP formation avec Roselyne Allospol, donc vous devez connaître toutes, je pense. C'est une formation qui se déroule en 2 fois, donc sur un peu plus d'1 an. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Il y a énormément de théorie, quasiment pas de pratique par contre, mais il y a énormément d'intervenants. C'est-à-dire que c'est pas elle seule qui fait les cours. Il y a plusieurs intervenants, des kinés, il y a des médecins, il y a de gastro aussi qui intervient. Donc c'est intéressant parce que c'est très pluridisciplinaire. Donc voilà. J'ai aimé cette formation parce que ça apporte aussi un regard un peu plus scientifique que d'autres formations. Donc moi, ça me plaisait en tout cas au moment où je l'ai faite. Ça permet aussi de se justifier entre guillemets vis-à-vis des médecins et de nos prescripteurs entre guillemets aussi. Voilà, cette formation, en gros, après l'avoir faite, je pense que je suis montée à peu près à 30% de bébés parmi ma patientèle. Donc c'est quelque chose qui m'a quand même apporté pas mal. Ensuite, je vais citer un diplôme universitaire. Alors, les diplômes universitaires, moi, j'adore les faire parce que je trouve ça cool d'aller à la fac. Après, c'est propre à moi-même. J'aime me former un peu différemment et ailleurs par rapport aux autres formations ostéopathiques qu'on peut trouver. Donc, j'ai 2 DU, je vais en citer qu'un, mais le premier, c'est un DU de psycho appliqué à la périnate. Et le DU que je vais vous citer, c'est ostéopathie, homéopathie, acupuncture appliquée à la périnatalité à Paris 7. C'est la fac d'Hydro. C'est relié à l'hôpital Bichat en fait. Et c'est très intéressant parce que pareil, en termes de physiopatho, de contre-indication, on en apprend beaucoup. Ce sont des médecins et des chefs de service qui font cours. Et c'est piloté par Thierry Le Boursier, qui est un ostéopathe que vous devez connaître aussi, qui est un acteur de la périnate aussi assez connu. Donc voilà, le DU, c'est en 1 an. C'est 1 fois par mois, je crois. C'est les jeudis, vendredis, tous les mois, il me semble, de mémoire. Il y a des stages également en salle de naissance et en maternité pour les traiter les bébés en mater. Donc ça, c'est plutôt cool. Sinon, je vais citer Claudine Ageron-Marc, qui est une sage-femme ostéopathe. Il me semble qu'elle est chez vous, elle est à Bordeaux, je crois, qui est formidable. Ses formations sont top. Moi, j'ai adoré ses formations, mais j'ai adoré la personne surtout, vraiment. J'ai fait une formation avec elle sur la grossesse. Je sais qu'elle propose des choses sur les bébés et en endocrino. Ça va et toi? Alors, j'entends quelqu'un. Oui, alors j'ai coupé tous les micros, vous m'en excusez. Sauf un. Voilà, c'est bon, C'est j'ai pas tout grave, c'est pas coupé grave. tous les micros, sauf un, Impec. exactement. Merci, il n'y a pas de souci. Donc, je parlais de Claudine Ageron-Marc, qui est vraiment top. C'est une référence pour moi. Elle travaille, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle est au CHU
de Bordeaux, si je dis pas de bêtises, en tant qu'ostéopathe. Hein, je sais pas si. Oui, elle est bien. Donc Elle est bien voilà, de Bordeaux. ouais, c'est ça. Hein. Donc j'ai adoré, vraiment, c'est à faire. Je vais citer notre formation. Alors Ostéonat, donc Thierry Le Boursier, Michel Barrault et Jean-Marie Briand, que tout le monde connaît aussi. Ostéonat, moi j'ai juste fait une petite formation de 3 jours avec eux sur les pathologies ORL de l'enfant. Alors c'est biodynamique, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup Thierry Le Boursier, donc voilà, c'est une formation qui mérite aussi d'être vue. Je vais citer d'autres formations, donc celle de notre ami Christian de France de Tersan, que je n'ai pas eu l'honneur de faire, mais pourquoi pas un jour, ça m'intéresse, mais il a énormément de très très bons retours. Donc il faut aller voir aussi Christian. Et aussi, il y a une formation, je crois, qui est proposée par le CFPCO avec Sylvie Lessard. Sylvie Lessard, elle est canadienne, je crois. Et en fait, elle travaille beaucoup avec les bébés sur les plagiocéphalies. Et si vous cherchez bien sur Internet, vous pouvez trouver son mémoire sur les plagiocéphalies positionnelles, qui est une mine d'informations qui vous aide à comprendre tous les mécanismes in utero. Je me suis beaucoup basée sur cette lecture pour comprendre aussi ce que je faisais en cabinet et pour comprendre les mécanismes qui s'installent en fait avant la naissance. Donc Sylvie Lessard est très bien. Alors, c'est les seules formations que j'ai notées, j'en oublie probablement plein. Veuillez m'excuser, mais c'est celles, en tout cas, dont j'ai entendu parler ou que j'ai faites moi-même et qui sont vraiment, qui donnent une plus-value à votre pratique ostéopathique si vous voulez vraiment faire les enfants. Après, si c'est pas votre but de faire que de l'enfant, ce que je peux comprendre totalement, faut en faire une ou deux au moins pour avoir quelques bases et pouvoir prendre en charge quand ça se présente, un bébé ou une femme enceinte. Par rapport aux formations, je vais juste mettre un petit pavé dans la mare. Alors, c'est pas du tout, je suis pas un but de moi-même ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'au bout d'un moment, et ça c'est valable dans tous les domaines, je pense un petit peu plus précisément, les formations ont leurs limites. C'est-à-dire que au bout d'un moment, à force d'être formé, moi, il y a eu beaucoup de redondances aussi dans certaines formations. Et on a l'impression que, alors c'est pas qu'on sait tout, parce qu'on ne sait jamais tout au cours d'une vie, hein, c'est évident. Mais par contre, voilà, à un moment donné, c'est dommage qu'il n'y ait pas de formation qui propose encore un petit peu plus d'approfondissement sur des techniques, sur des prises en charge. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce que je regrette parmi tout ça. Une fois qu'on en a fait 4-5, je ne veux pas dire qu'on les a toutes faites parce que chaque formateur est différent et c'est vraiment particulier à chacun, mais voilà, il faut aussi savoir aller voir un petit peu autre chose. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en fait depuis 2-3 ans. Je me forme moins déjà, j'y vais plus tous les ans. Et ensuite, même aller voir du côté de l'énergétique, de la biodynamique, de la posturo, enfin voilà, des choses qui intéressent. Moi, j'ai axé exclusivement sur la périnate au départ parce que mon but était de ne faire que ça. Hein. Et je pense que j'ai à peu près réussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi faire une pause. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, en fait, par rapport aux formations. Si, il y a déjà des questions. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de formations quand même. Hein, c'est plutôt une bonne chose. On Ouais. apprend toujours. Alors, il y a effectivement une première question qui va avec la suite du programme, puisqu'on a envie d'en savoir plus maintenant sur ce qu'elles t'ont appris, ce qu'elles t'ont apporté sur le terrain, ce qu'elles t'ont apporté dans les mains, Ouais. ce qu'elles t'ont apporté au plus proche, effectivement, de tes patients préférés, les bébés et les femmes enceintes. Alors, par rapport à ce que ça m'a apporté, par quoi commencer? Au niveau de la théorie, énormément, parce que ça se devine pas, en fait. Donc, soit on lit énormément, on achète plein de bouquins, etc., mais c'est quand même beaucoup plus interactif d'avoir un formateur, notamment le DU de périnate à Bichat. Clairement, tout ce qui est péridurale, rachis, anesthésie, il y a des trucs que je ne savais pas du tout, et pourtant, j'ai accouché moi-même. Donc, vraiment, ça, c'est important à savoir parce qu'on doit pouvoir référer, en fait, que ce soit alors, un bébé, mais surtout par rapport aux grossesses. Il peut y avoir, en fait, des urgences qui se déclarent en 1 heure, en fait. Et du coup, on doit pouvoir orienter les mamans sans dire de bêtises et du coup, les orienter correctement. Par rapport à l'apport, on va dire, ostéopathique pur, ça m'a appris sur tout ce qui est mécanisme in utero, mécanisme obstétrical aussi de l'accouchement. C'est pareil, si on ne connaît pas les causes, on ne peut pas les traiter. Donc, de connaître toutes ces causes-là, de savoir comment ça fonctionne, ça permet quand même de savoir où est-ce qu'on va aller regarder. Et au niveau palpatoire et ostéopathique pur, en termes de technique, je vais être franche, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que le truc, c'est que les formations que j'ai faites n'ont pas une pratique, quasiment pas. Alors, avec Rosine, on avait quand même vu quelques techniques en théorie. Donc, je les ai appliquées, j'ai eu mes ressentis, j'ai un peu modifié des choses ou pas. Ça, c'est propre à chaque ostéopathe.
Mais en termes de technique, ouais, c'était moins évident. Un truc qui m'a beaucoup apporté, mais qui n'a rien à voir, c'est que j'ai lu le livre de, comment il s'appelle, sur l'ostéopathie tissulaire, Pierre Tricot, qui est passionnant. Ça m'a apporté beaucoup en termes de pratique, mais j'ai pas fait sa formation. Donc, c'est pas pareil. Donc, voilà. Mais après, ça met aussi un peu le nez dedans, entre guillemets. Et par contre, ce que ça m'a apporté, c'est pour mon travail en maternité, d'avoir le même discours que les soignants. Et ça, c'est important parce que quand vous parlez de dysfonction ostéopathique, personne ne comprend. Quand vous parlez un peu plus, on va dire, de mécanique, au niveau du langage, ça permet une communication plus efficace. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que la formation de Roselyne Laloche-Paul axe beaucoup là-dessus, sur la communication avec les soignants. Donc si vous travaillez en structure ou si vous avez même affaire à des médecins qui vous amènent leurs enfants, ben, ça aide. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Il y a d'autres questions là-dessus? On a une question, bon ça c'est plutôt pour moi. Est-ce qu'il existe des formations avec des bébés, avec Alors, je crois que oui. C'est une formation qui se passe au Bluet avec Anne Cornetet et son mari. C'est ostéo-bébé, je crois. Il me semble. Moi, je n'ai pas fait. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, j'avais déjà fait beaucoup de formations. Je n'ai pas eu envie de me lancer parce que c'est une grosse formation aussi qui coûte assez cher. J'avais pas envie de me lancer là-dedans. Mais il me semble que ça existe. Il y en a peu, mais ça existe. Voilà, parce que je sais que on se dit que le manque de pratique, c'est pas idéal dans une formation. Mais en périnate, je pense que c'est un peu l'exception parce qu'il faut vraiment, encore une fois, avoir ses connaissances physiopatho, etc. Pour prendre en charge en globalité. Donc, ouais, je crois que ça existe. Oui, Catherine Ribus aussi. Hein. Ouais, exact. Je ne l'ai pas faite, celle-ci. D'accord. Mais elle est connue. Hein. On a une question sur, effectivement, maintenant sur la pratique. Donc, on peut passer au deuxième sujet qui est l'exercice libéral L'exercice, passionnant et carrément. l'exercice en structure avec des éléments clés sur les différences, sur les approches, sur la manière dont tu parlais du travail pluridisciplinaire, du discours, de cette confiance qui s'opère. Et donc, c'est vrai que maintenant, on a cette question tant attendue. Quel est pour toi le plus important dans l'approche ostéopathique, pédiatrique et en périnatalité? La plus importante, c'est déjà, c'est pas que une prise en charge ostéopathique. Il faut bien le comprendre. Surtout quand on travaille en maternité auprès de nouveau-nés, c'est une prise en charge d'une famille en fait. Surtout du couple maman-bébé, mais aussi du papa et de la famille. Et surtout, je vais y revenir un peu après, mais il y a aussi tout le discours qu'on va avoir auprès des patients. Il faut qu'on sorte un peu de ce discours ostéopathique. Votre bébé a cette dysfonction, etc. Il y a des mots, il faut faire vraiment attention. Je vous donnerai quelques petites anecdotes parce que ça, il faut vraiment comprendre que quand on vient d'accoucher, les dames, elles sont assez sensibles à fleur de peau. Et surtout, tout ce qui touche à l'enfant et au bébé, alors c'est pas tabou entre guillemets, mais c'est très sensible en fait. Voilà. Donc clairement, alors je vais vous parler du coup un peu d'exercice en libéral et en mater. Donc l'exercice en libéral, vous le connaissez tous, c'est le même. Excusez-moi, j'ai un intrus dans la chambre. Tout va bien? Ok, bon appétit. Voilà, désolée. Donc, en gros, l'exercice libéral, c'est l'exercice que tout le monde connaît. Je ne sais pas trop quoi ajouter dessus, si ce n'est que, voilà, moi, je travaille en 45 minutes de consultation, mais en 45 minutes, il faut déjà faire connaissance avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder un bébé en le posant sur la table et en mettant les mains dessus tout de suite. Bon, on a l'anamnèse, évidemment, mais après, moi, je parle tout le temps au bébé. C'est-à-dire que même s'il dort, je lui parle. Alors après, il y a des parents, voilà, ils m'ont dit un peu comme ça, mais c'est pas grave. J'explique ce que je vais faire, en fait, tout simplement. Et même à un nouveau-né, j'explique ce que je vais faire. Parce que non seulement il y a une communication qui va s'établir avec l'enfant, et en plus, ça permet de rassurer les parents aussi sur le fait que, voilà, ils savent un peu comment ça va se dérouler. Et du coup, c'est pas un objet, en fait. Hein, voilà. Donc, en libéral, je sais pas trop ce que vous attendez que je vous dise, mais c'est le même exercice que chez l'adulte, sauf que oui, la prise en charge est forcément différente. On s'adapte à l'enfant. Pour les jeunes enfants, c'est-à-dire quand ils sont un peu plus vieux, 1 an, 2 ans, c'est encore différent parce que souvent, ils n'ont pas envie d'être manipulés. Donc, moi, je passe 5-10 minutes à jouer et à parler avec l'enfant parce qu'il faut d'abord avoir sa confiance. Si on ne passe pas ces 5-10 minutes, la consultation, elle n'est pas possible. C'est-à-dire que l'enfant va hurler, ça va être un massacre. Donc, du coup, je prends juste ce temps-là pour me faire accepter. Pareil, je lui explique tout ce que je fais.
Et en général, alors, il y a quelques années, ça m'arrivait d'avoir des consultations impossibles. C'est-à-dire que l'enfant, je ne peux pas le manipuler. OK, merci, au revoir. Je ne vous fais pas payer consultation. Vous revenez dans une semaine. Actuellement, maintenant, j'arrive quand même à gérer ça. Donc, c'est de plus en plus rare. Ça va vachement associé avec l'expérience, j'imagine. Mais c'est surtout que, voilà, il faut vraiment prendre ce petit temps-là, même si on a l'impression de perdre son temps, ce n'est pas une perte de temps du tout. Donc, voilà, l'exercice en maternité. Alors, je vous explique comment ça se passe pour moi, parce que c'est peut-être un petit peu différent. Moi, je vais à la clinique Vauban, dans le 93, à Livry-Gargan. Et en fait, je travaille en rapport avec l'École supérieure d'ostéopathie, qui en fait m'envoie 5 étudiants par demi-journée. Donc, moi, j'y suis une demi-journée par semaine. Et en fait, ces étudiants-là, il y en a 3 en dernière année et 2 qui sont dans une année inférieure qui vont observer. Ceux qui sont en dernière année, en fait, vont travailler avec moi, c'est-à-dire que je vais leur demander peut-être de manipuler des postpartum ou des femmes enceintes qui sont hospitalisées. Et les bébés, en général, c'est moi qui les manipule, ils regardent. Et en fin d'année, quand ils sont aptes, en fait, ils vont faire une séance et je vais regarder leur. Donc voilà. C'est une maternité de niveau 1, c'est une clinique privée, donc c'est des accouchements a priori à peu près esthétiques à partir de 37 semaines. On a, je crois, 25 lits dans le service et il y a 1400 accouchements annuels. C'est pas une grosse maternité, mais elle existe quand même depuis 56. Donc voilà. Nous, l'idée, c'est vraiment de proposer en fait aux personnes qui le veulent la séance d'ostéopathie pour la maman postpartum et pour le bébé, et également pour les femmes enceintes qui sont hospitalisées. Alors, les hospitalisations de femmes enceintes, ça va être soit les MAP, soit les vomisseuses. Donc, les vomisseuses, c'est voilà, les vomissements gravidiques qui entraînent une perte de poids qu'on est obligé justement d'hospitaliser pour les retaper un petit peu. Donc, il n'y a pas d'obligation évidemment pour la séance, elle est gratuite pour les patients. Moi, au début de la matinée, je vais prendre la feuille des chambres et je vais regarder en fait qui on va manipuler ou non. C'est-à-dire que je vais faire une présélection. Il y a des enfants, par exemple, quand ils viennent de naître, on ne les manipule pas encore, on les prend en charge à partir donc, de J2. Donc, ceux qu'on va prendre en charge avant, ça va être uniquement sur la demande du pédiatre, en fait. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a sélectionné les enfants, on va dans les chambres et on demande à la maman. Alors là où je travaille, il y a une population en fait qui ne parle pas forcément français, qui ne comprend pas forcément ce que c'est l'ostéopathie. Donc on a aussi tout un rôle informatif en fait et préventif en leur expliquant ce qu'on fait, ce qu'on va faire pour qu'elles soient au courant de ce qu'on va leur faire à elles ou à leur bébé. Mais une fois de plus, il n'y a aucune obligation. On est tout le temps en relation avec le personnel et c'est ça où il y a une grosse différence aussi, c'est que d'une, on doit s'adapter aux conditions du lieu, c'est-à-dire que moi, j'ai un bureau, mais je ne traite pas dans le bureau, je traite en chambre. Donc, généralement, je mets le bébé sur le plan allongé ou sur le lit de la maman, ou au sein, ou au biberon, enfin voilà, en fonction de l'enfant. Et il y a aussi toute la communication autour de ce qu'on fait, donc c'est-à-dire les dossiers et la communication avec le personnel. Par exemple, quand on prend en charge une femme enceinte qui est en menace d'accouchement prématuré, je n'y vais jamais avant de demander à la sage-femme si je peux la prendre en charge. Et on en discute. Voilà. Ça dépend vraiment des cas. Il y a des cas où ça va être une contre-indication et ce n'est pas du tout l'objectif de faire passer l'ostéopathie avant. Ensuite, il y a tout le fonctionnement du service. Il faut savoir qu'en maternité, c'est le matin que ça se passe au niveau des visites, des bains, etc. Donc, il faut un peu se faufiler à travers tout ça. C'est un exercice un peu périlleux de temps en temps, mais c'est toujours pareil. Il faut beaucoup de communication avec le personnel. Quoi dire d'autre? C'est à peu près tout. Moi, ça fait 3 ans que je suis en maternité. Il faut savoir aussi que la première année, c'était pas évident parce qu'en gros, ils vous acceptent pas, quoi. Donc, en gros, moi, on me disait pas forcément bonjour la première année. Mais il faut passer outre. C'est-à-dire que moi, je disais bonjour et puis je faisais mon job et puis voilà. C'est pas grave. Et puis maintenant, on est totalement accepté. Ça se passe extrêmement bien. En tout cas avec le personnel soignant. Donc, quand je dis personnel soignant, la plupart du temps en maternité, on a une sage-femme, on a les auxiliaires de classe qui s'occupent des bébés et on a les aides-soignantes et infirmières qui s'occupent des mamans. Voilà. Les médecins, donc les pédiatres notamment, et les gynécologues ne viennent que pour, en fait, ils viennent pas en chambre, ils viennent pour ausculter les bébés avant la sortie et c'est les dames qui vont chez le gynéco avant leur sortie aussi. Donc, on a des relations très succinctes avec les pédiatres. Moi, il y a certains pédiatres qui me font confiance, qui me demandent même mon avis sur certaines choses, et puis d'autres où on se fait, voilà, limite engueuler pour rien, mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Et voilà, le principal, c'est d'être présent, en fait. Oui, Caroline. Justement, il y avait une question qui avait été posée Oui. la dernière fois. Est-ce qu'il y a des staffs
Est-ce- Alors, le staff, il est le lundi matin à 8 heures et c'est pas moi, c'est un collègue à moi en fait qui assiste au staff avec les étudiants. Donc, c'est-à-dire que moi, j'assiste en fait au petit staff de transmission parce qu'elles sont en 12 heures. Donc, du coup, normalement, la session commence à 8h30. Moi, j'arrive à 8 heures, j'ouvre mon bureau, j'assiste vite fait au staff. Si j'ai pas le temps, en fait, j'ai toujours quelqu'un pour me faire un petit débrief. Et le staff de la semaine, c'est le lundi matin et c'est pas moi. Parce que les ostéos, on est 4 à intervenir les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Donc voilà. Je vois aussi qu'il y a une autre question, quel type de contrat avec la mater? Alors en fait, la mater a un contrat avec l'école et c'est l'école qui me rémunère. Voilà. La mater ne rémunère pas. Et ça, c'est un problème, je pense, qui est assez récurrent. C'est-à-dire que nous, on rentre dans aucune case. Alors dans le public, c'est encore pire parce qu'on n'est pas professionnel de santé. En tout cas, quand on est ostéo sans être kiné ou quoi que ce soit, comme je le suis moi. Du coup, moi, c'est l'école qui me rémunère. Donc voilà. Il y avait d'autres questions ou pas? Bon, moi, j'en ai une. Tu parlais effectivement donc de J2 pour les consultations Oui. pédiatriques. Ensuite, il peut y avoir des demandes spécifiques liées effectivement aux spécialités, donc aux pédiatres, peut-être aux obstétriciens. Quelles sont les principales demandes? Pourquoi on te demanderait effectivement d'avoir à Oui, voir un rapidement bébé avant. un Ouais. bébé ou alors moi j'avais une double question. Mhm. T'occupes-tu aussi des mamans? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on propose pour les postpartum et leurs bébés. C'est-à-dire que pour les postpartum, après, ça dépend vraiment aussi de la demande. Parfois, il y en a qui savent qu'on est là, donc elles font la demande au personnel, donc on va vraiment les voir en priorité. Et quand elles ne savent pas qu'on est là, bah, on passe dans les chambres qu'on a sélectionnées, on y va. Quand je dis qu'on a sélectionné, c'est parce que les bébés sont à partir de J2, etc. Après, les demandes spécifiques, souvent c'est torticolis, clavicule cassée. Les demandes exceptionnelles, j'ai eu alors une fois un enfoncement du crâne, on n'a jamais su ce que c'était. Ils m'ont demandé de regarder. Pour moi, c'était in utero, le bébé devait être coincé contre un iliaque, mais bon, voilà. Et une deuxième demande spécifique qu'on a eue un peu particulière, c'était un genou récurvatum. Tu sais, c'est le genou qui part complètement dans l'autre sens. Et du coup, on nous a demandé si on pouvait faire quelque chose là-dessus. Mais c'est une hyperlaxité, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais par contre, on a travaillé sur la position du bébé. Autre demande spécifique que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, c'était sur une hydrocéphalie où là, en fait, on voyait plus trop les fontanelles et on m'a demandé de passer le crâne pour voir ce que j'en pensais. Mais j'en pensais pareil que le pédiatre, donc hydrocéphalie. Mais principalement les torticolis et les clavicules cassées. Donc voilà. En fait, en général, le pédiatre a un doute ou alors il a vu que le bébé ne tournait pas du tout la tête de l'autre côté. Il nous demande de tester rapidement. Surtout que moi, j'interviens le vendredi, donc le week-end, il n'y a personne. Donc ça veut dire que les dames qui accouchent le jeudi, elles sortent le dimanche. Donc du coup, il faut qu'on les voit quand même rapidement. Donc voilà. Il y avait d'autres questions? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais moi, il m'en vient automatiquement. Justement, combien de bébés tu as vu? Combien, par exemple, de bébés ont eu la clavicule cassée? Et est-ce que tu as du data? Combien de torticolis? Quels sont finalement les Oui, les pourcentages, fréquences. les Alors là, j'ai fréquences? aucune data, je fais pas du tout de pourcentage ou quoi que ce soit. Maintenant, par session, on peut voir, parfois, on va voir qu'un seul bébé parce que ça se goupille comme ça, parce qu'il n'y a pas énormément de monde dans le service, parce qu'on va voir surtout beaucoup de mamans. Et parfois, le maximum qu'on ait fait, je pense que c'est une dizaine. Une dizaine de bébés. Après, les clavicules cassées, j'en ai assez régulièrement. Écoute, je dois en avoir 2-3 par mois, je pense. À vue de nez, hein, c'est pas hyper précis. Les torticolis, il y en a beaucoup, hein, je dirais presque, peut-être pas un par session, mais presque, donc un par semaine. Mais mes collègues passent avant moi aussi, hein, donc je vois pas toutes les mamans et tous les bébés qui naissent dans cette clinique. Hein, je suis là une fois par semaine. Et après, au cabinet, j'en vois aussi beaucoup. Hein. Donc voilà, par rapport à ça. Et du Quoi coup, dire de plus? Oui, dis-moi. moi, j'ai aussi une question. Et du coup, tu as vu, toi, une évolution au fur et à mesure des années de la reconnaissance des médecins par rapport à l'ostéopathie, enfin la demande des médecins sur les bébés, ou tu sens que enfin, les réticences sont encore présentes, mais est-ce que tu sens quand même l'évolution arriver et la demande augmenter
Alors, l'évolution, je la vois au cabinet. Je la vois pas du tout à la mater, hein, malheureusement. À la maternité, c'est toujours les mêmes pédiatres qui nous demandent notre avis. C'est toujours les autres mêmes qui ne nous demandent pas notre avis. Donc, globalement, en fait, il n'y a pas tellement de différence à la mater. Et surtout, à la mater, en fait, c'est toujours pour les mêmes choses qu'on nous demande, alors qu'on aura un champ d'action beaucoup plus large, je pense. Mais par contre, je vois quand même une différence au cabinet. C'est-à-dire que déjà, par rapport à il y a quelques années, alors c'est peut-être moi qui suis meilleure aussi, hein, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup de jeunes médecins qui m'amènent leur bébé et qui croient à fond à l'ostéo et qui me demandent des indications et qui me demandent alors si j'ai un bébé qui est comme ci, comme ça, est-ce que je voudrais faire ou pas? Et en fait, c'est des médecins généralistes, en fait, des jeunes qui s'installent tout juste ou qui font des remplats et qui m'amènent leurs enfants et ça, c'est top. Et après, par contre, côté kiné, sage-femme, auxiliaire, elles sont toutes assez au courant. Pas forcément de toutes les indications malheureusement, mais par contre, elles nous font confiance, elles sont contentes de nous voir et elles y croient. Enfin, j'aime pas ce terme y croire parce que pour moi, il n'y a pas y croire, mais en gros, elles sont vraiment pro-ostéopathie. C'est vraiment du côté des médecins que ça peut bloquer, quoi. Pas tous. Et des fois, il y a un gynéco qui va passer, qui va me dire ah, t'es l'ostéopathe. Ah, bah tiens, j'ai une question pour toi, etc. Il s'y intéresse comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais le problème, c'est que tu as l'impression que ça passe dans une oreille, ça sort dans l'autre parce qu'ils ne vont pas t'envoyer forcément ces patientes-là. Mais ils commencent à s'y intéresser, ouais. Parce qu'ils voient qu'on travaille en structure aussi, donc ils se disent qu'il y a quelque chose. Oui, il y a quand même une évolution. Enfin, J'imagine. l'évolution est petite, mais Mais peut-être elle est par présente. manque de connaissances de leur part sur l'ostéopathie. Oui, exactement, je pense. Exactement. C'est plus de l'ignorance qui fait qu'on les a pas. Enfin, moi, je le vois avec mes amis médecins, des choses comme ça. Les médecins sont réfractaires, je mets les guillemets, parce qu'ils ne connaissent pas et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus auprès des médecins, quoi. Oui, je pense aussi, mais bon. Caroline? Oui, il n'y a aucun des professionnels de santé travaillant dans cette clinique qui a un diplôme d'ostéopathie. J'ai pas compris ta question. Aucun professionnel de santé travaillant dans cette clinique n'a de diplôme ostéopathique. Il y a que... Ah, si. En fait, il y a nous qui intervenons en maternité avec l'école et il y a une ostéopathe qui était kiné, qui a donc une salle de consultation. Alors, on n'est pas en hyper bon terme, je te cache pas. Pas moi directement avec elle, mais en général, en fait, notre groupe d'ostéopathes avec elle, parce qu'en fait, elle nous a viré de notre bureau tout simplement. Mais bon, ça, c'est des histoires. Voilà, il y en a partout. En gros, il semble qu'elle prend surtout les femmes enceintes. D'accord. Voilà. Et elle est kiné-ostéo. Ok. Et elle est ostéo depuis 1 an. Enfin, ça fait pas très longtemps qu'elle a son diplôme d'ostéo. Ça fait pas très longtemps. Donc, voilà. D'accord. On Non, a voilà. une question donc, qui, pour être plus ciblée technique, hein, l'approche effectivement manuelle. Comment traites-tu les bébés? Protocole, pas protocole, des techniques spécifiques? Alors, Voilà, on a l'idée effectivement de l'approche embryologique, de la biodynamie, t'en parlais tout à l'heure, du oui. titulaire. Quel est ton... Alors, moi, j'utilise des techniques, on va dire, musculo-squelettiques, mais avec un grand guillemet. Je ne fais pas de HVBA sur des enfants. J'utilise des techniques, on va dire, de détente musculaire très concrètes. J'utilise des techniques d'ostéopathie tissulaire et j'utilise des techniques énergétiques. Voilà. Moi, les techniques énergétiques, c'est pareil, on y croit ou pas. Je fais du magnétisme, en fait, et ça marche très bien sur les bébés. Après, ça dépend évidemment du cas et des bébés que j'ai sous les mains. Maintenant, par rapport au protocole que j'ai, il y a beaucoup, donc je crois que c'était une question aussi qu'on m'avait posée, ça a beaucoup évolué effectivement au fur et à mesure des années pratiques. Maintenant, ça dépend aussi comment est le bébé quand on arrive à la phase de manipulation. Donc, il y a l'anamnèse. Ensuite, moi, je ne déshabille pas les bébés tout de suite parce que si on les habille tout de suite, ben, ils n'aiment pas ça, ils pleurent, c'est normal. Et c'est pareil en maternité. En fait, en maternité, on n'a pas le droit de les habiller. Juste petit guillemet là-dessus parce qu'en fait, si on les déshabille, après, à la prise de température, on voit qu'il y a une différence. Même si on met une petite couverture sur eux, les auxiliaires trouvent que ils perdent un petit peu en termes de température. Donc, c'est pour ça qu'on les habille pas en maternité. Au cabinet, ça évidemment, j'enlève les manteaux, etc. Mais je garde au moins un body. Je commence par poser une main sur le ventre du bébé ou sur ses pieds. Et s'il est éveillé, je le regarde dans les yeux, je me rapproche et je lui parle. Et je fais abstraction de ce qui est autour. C'est-à-dire que parfois, les parents, ils se mettent dessus. Ah, mon bébé, ah, t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Si ça va être super stressant, t'inquiète pas, ça va passer vite.
Mais là, du coup, j'essaye vraiment de leur dire, écoutez, je vais un peu rentrer en communication avec l'enfant. Donc, du coup, le parent reste à côté, il a une chaise juste à côté. Et moi, je parle au bébé et je rentre en communication avec lui. S'il dort, c'est pareil. Hein, je pose une main, je lui parle, ça ira plus vite. Mais voilà, je fais une première phase d'approche, on va dire. Et ensuite, moi, en général, je commence par les pieds, je le remonte. J'ai déjà observé ce bébé avant, c'est-à-dire que pendant l'anamnèse, je regarde comment les parents tiennent, comment il est dans la poussette. Je regarde comment les parents l'installent. Alors moi, j'ai un coucou baby pour traiter les bébés. Je le déconseille absolument aux parents à la maison. Moi, ça me permet quand même que le bébé soit confortable au départ. Après, je le sors du coucouna et je fais plein de manifs sur ma table ou dans les bras. Hein. Autre chose aussi sur la prise en charge, c'est que je ne laisse pas pleurer. Alors, je sais qu'il y a des ostéos qui disent qu'il faut laisser pleurer, que ça enlève les tensions. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, j'estime qu'un bébé qui hurle, souvent, il y a une bonne raison qui n'est pas forcément nous, mais ça peut être la faim, la fatigue, etc. On essaye de combler le besoin. C'est-à-dire que je suis très souvent amenée à traiter les bébés au sein ou au biberon, et en maternité, c'est pareil. Donc, je m'adapte à l'enfant. Et c'est pareil pour les plus grands. Hein. Un enfant d'1 an qui hurle parce qu'il ne peut pas se faire manipuler, où est l'intérêt? Je veux dire, c'est complètement contre-productif. Donc, moi, ma façon de faire, c'est d'abord de rassurer l'enfant et ensuite de manipuler. Mais évidemment, il y a des techniques. Parfois, l'enfant va décharger un peu, c'est normal. Mais il y a une différence entre ces pleurs-là et les pleurs, je hurle parce que j'ai faim, j'ai soif et j'ai envie de dormir et que ce n'est pas le moment. Enfin, donc, évidemment, cette histoire de timing, il faut vraiment faire en sorte… je rassure les parents de ce point de vue-là, c'est que s'il y a besoin de manger, on mange. S'il y a besoin de câliner, on est dans les bras de maman, etc. Voilà. Je ne vais pas leur prendre le bébé, faire les manips, leur rendre, en fait. Ce n'est pas un objet, donc je m'adapte. Faut qu'en quelque sorte, l'enfant accepte les manips. Ensuite, par rapport aux différentes techniques, moi, je remarque aussi un truc, c'est que ils ont un temps en fait donné au bout duquel c'est fini. C'est-à-dire qu'ils ont un temps, on va au bout de leur patience et qu'au bout de, je trouve, au moins au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est difficile. Tout dépend du cas. Hein. Il y a des cas, c'est pas vrai, mais la plupart du temps, un quart d'heure, 20, 25 minutes en fonction de l'âge de l'enfant, ça va être compliqué. Donc, il faut essayer d'aller un peu vite, entre guillemets. Il faut avoir les gestes assez sûrs. Et c'est pour ça qu'avec l'observation qu'on fait au départ, on arrive déjà à avoir une idée peut-être de ce qu'on va travailler qui va nous être confirmé ou non par la palpation et les mains. Donc voilà, pour ça, je ne sais pas quoi rajouter d'autre en fait, que vous attendez aussi que peut-être que je vous raconte. S'il y a d'autres questions éventuellement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je crois que c'est plutôt une belle analyse. Et si je regarde ce qui est marqué, juste le coup, excuse-moi, effectivement, en fonction des matières, en fait, c'est chef de service dépendant. Hein. Dès l'instant que le chef de service il veut pas, tu auras beau avoir tout le service qui est OK, il n'y aura pas d'ostéopathe dans le service. Et d'ailleurs, ce que me disait Claudine Ajon-Marc, elle me disait qu'elle avait des CDD de 6 mois depuis 15 ans ou 10 ans ou je ne sais plus combien d'années au CHU de Bordeaux. C'est-à-dire qu'elle me disait qu'à tout moment, on peut sauter, quoi. Hein. C'est clairement ça. Et là, d'ailleurs, avec le confinement, c'est un peu embêtant parce que du coup, on a dû arrêter les séances en maternité. Donc voilà, maintenant, la nouvelle directrice de la maternité est très favorable à l'ostéopathie. Donc, je pense que ça va être en notre faveur et qu'on va pouvoir y retourner de toute façon. Mais c'est jamais acquis, en fait. C'est ça le souci, c'est que c'est jamais acquis. Donc, c'est une grande chance de pouvoir travailler en mater pour moi. Et donc, voilà. Pas d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Je pense qu'elles vont arriver. On enchaîne, du coup. Voilà, on peut enchaîner avec l'abord psychologique des familles parce que c'est vrai que. Ouais. Je voulais juste faire un petit point sur les recommandations de la HAS, là, vite fait. Ouais, c'était juste après. Effectivement, on peut le faire Ah bah vas-y, alors on va. Non, comme tu veux. On peut le faire tout de suite, effectivement, les nouvelles recommandations Comme de la ça, c'est fait, HAS. ouais. Le cadre. Alors, les nouvelles recommandations de la HAS. Donc, moi, je vous fais un petit point très, très rapide. En gros, couchage dorsal de nuit parce qu'il ne faut pas qu'il s'étouffe pour la mort subite. Mais attention, il faut quand même motricité libre plus les mettre sur le ventre en éveil. Il faut de la kiné quand on voit qu'ils ne tournent pas bien la tête. L'ostéo, c'est bien, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Donc, voilà, il n'y a aucune preuve, mais ce n'est pas si mal que ça. Si je résume, c'est ça. Heureusement, on avait donc notre amie Diani qui était à la commission pour les discussions sur ces nouvelles recommandations de couchage du nouveau-né à la HAS. Sinon, ça aurait pu être bien pire sur l'ostéopathie. Donc voilà, qu'est-ce que ça change? Je crois que c'était une des questions dans l'exercice en libéral ou en maternité. Rien du tout. Parce que d'une, la plupart ne sont pas au courant de ces nouvelles recos, même dans les professionnels de santé. Moi, j'en ai parlé à la maternité, ils n'étaient pas au courant. Et de deux, les parents, c'est pareil.
J'en ai discuté avec certains parents, peut-être 2-3 couples de parents là-dessus. Ils sont outrés qu'on ne mette pas en fait une place à l'ostéopathie un peu plus grande. Mais pour eux, c'est très négatif. Pour nous, c'est pas si négatif que ça, mais ça va pas changer grand-chose. Maintenant, il faut faire très attention dans notre discours en tant qu'ostéo. Quand on donne des conseils, notamment, je pense au problème de plagiocéphalie. Moi, souvent, je préconise le repositionnement intensif, qui est le fait, en fait, de mettre un bébé sur le côté avec une cale spéciale pour justement décharger le côté plat, pour permettre à ce côté plat de repousser, entre guillemets. Et du coup, il faut vraiment avoir une communication très claire, déjà la préparer en amont, hein, et avoir toujours la même communication avec les parents. Il y a des mots à dire, sous surveillance, en journée, etc. Il faut vraiment en discuter avec les parents. Il ne faut pas que ça soit tabou et ça, votre discours, il faut qu'il soit clair parce que si jamais, malheureusement, il y avait un drame qui se produisait et que c'est après votre séance, forcément, ils vont y penser. Hein. Donc, faites attention. Mais en gros, les nouvelles recommandations, j'ai pas grand-chose à dire dessus, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose, moi, dans ma pratique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu une différence, mais nous, on sait qu'il y a eu les nouvelles recos parce qu'on suit le truc, hein, mais sinon, bon, voilà. Est-ce que on sait que si l'ensemble de ces recommandations vont être envoyées à l'ensemble des ostéopathes travaillant au plus proche des bébés dans leurs cabinets libéraux? Ça m'étonnerait. Nous n'avons déjà pas de masque pour nous protéger du Covid-19. Ça m'étonnerait qu'on nous envoie les nouvelles recos. Absolument pas. Non, je pense pas. Je pense pas et je sais même pas dans quelle mesure les pédiatres, est-ce qu'ils les reçoivent, je sais pas. Ah oui, tu penses que même dans les maternités, ces recommandations-là n'ont pas forcément… En tout cas, à Vauban, non. Enfin, moi, j'en ai discuté. J'ai pas discuté avec tout le monde, évidemment, mais j'en ai parlé un petit peu avec les gens avec qui je travaille. La sage-femme n'était pas au courant. Ils ont d'autres préoccupations, en fait, je crois. Les recommandations, elles n'ont pas changé fondamentalement. Il faut coucher les enfants sur le dos la nuit. Et ça, en fait, ce qui a changé, c'est qu'avec la reconnaissance de cette patte, on le prend en compte. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas du tout le mot plagiocéphalie dans les recommandations. Maintenant, on le prend en compte et on dit aux parents de faire attention au transat, de faire attention aux colis et de mettre les bébés en motricité libre. Mais ça, nous, on le dit depuis 10 ans, en fait. C'est juste que là, c'est officiel. Voilà. Une petite voilà. De Christian. Oui. Oui, simplement pour aller dans ce sens-là. Personne ne reçoit jamais aucune recommandation. Il faut aller les lire. Il faut aller sur le site de l'HAS. Ils ne vont pas renvoyer. Ils font des recommandations. Et en plus de ça, c'est essentiellement pour la plagiocéphalie. Ce n'est pas pour tous les enfants. C'est prévention de la plagio. Hein. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc, à partir de là, l'ostéopathie est en deuxième intention. Ça vaut ce que ça vaut. Peu importe. C'est écrit une fois, on est d'accord. Mais ça ne changera rien à notre pratique. Donc, le problème, il n'est pas là, à mon sens. Donc, personne ne les reçoit, ni les maternes, ni les hôpitaux, ni les pédiatres, ni les machins. Il faut aller s'informer. Et des recommandations, il en paraît presque, pas tous les jours, mais il en paraît bien 20 ou 30 par an différentes. Oui, c'est vrai. Hein, celle d'avant, c'était pour les kinés sur la bronchiolite. Pas l'oublier. Oui. Hein, on a dit que la HAS a dit que la bronchiolite, ça ne servait à rien. Il faut une revue de littérature. Moi, j'ai discuté avec Gianni, je le connais un petit peu. Il faut une revue de littérature, en fait, pour voir ce qui se passe. Et puis, ils émettent un certain nombre de choses que pratiquement tout le monde dit. Voilà ce que je voulais dire. Parfait. Merci. Mais c'est vrai, hein, je suis entièrement d'accord avec Christian. Donc voilà, ça ne change rien non plus chez moi. On avait une question sur ton approche embryologique. Alors, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Moi, je me base beaucoup sur la période in utero quand même. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup de choses qui découlent de la période in utero, que ce soit au niveau émotionnel qu'au niveau, on va dire, postural même. Et ça, je vous invite une fois de plus à lire le mémoire de Sylvie Lessard qui l'expliquera bien mieux que moi. En gros, les bébés ont une présentation en fin de grossesse qui va induire une posture à la sortie et je pense que le couchage dorsal majeure cette posture et c'est pour ça qu'on a non pas des torticolis congénitaux mais des préférences de rotation de tête et qui vont induire des plagiocéphalies parce que les parents n'osent pas bouger leur enfant. Au niveau embryologique, moi je suis pas hyper calée en fait, je vous cache pas. Honte à moi. Mais non, je pense pas avoir une approche hyper embryologique, mais je me base quand même beaucoup sur la période in utero. Et par exemple, sur des enfants
qui sont nerveux, qui ont un réflexe de neuro très très fort, qui sont, on les sent durs en fait à l'intérieur. Je pose toujours la question s'il n'y a pas eu un stress pendant la grossesse, et quasiment à 100% c'est le cas en fait. Donc il y a des choses qui se passent, et je pense qu'on ne sait tellement pas tout là-dessus que c'est difficile de faire un truc systémique, mais en gros, voilà, oui et non, quoi, je dirais. Mais pas plus que ça non plus, je dirais. Voilà. Là-dessus. Consultes-tu des enfants prématurés? Oui, bien sûr. Alors, je ne les prends pas quand ils sont en néonat. Moi, il faut que vous sachiez, donc petite note personnelle, mon fils, là, qui a 9 ans, est né à 30 semaines, plus 5, grand prématuré. Donc, il a eu des séances d'ostéopathie. C'est très utile chez les prémas. Et du coup, les parents ont souvent peur de me les amener, donc ils m'appellent avant pour savoir si je les prends en consultation. Mais ce sont des bébés comme les autres. Il faut savoir que dès l'instant qu'ils viennent au cabinet, c'est qu'ils ne sont plus prémas. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on les garde en néonat jusqu'à 36-37 semaines. Ils étaient restés dans le ventre de leur maman. Donc, à partir du moment où on les a dans les mains, ils sont plus prémas. À la maternité, alors normalement, ils sont censés accoucher les 37 semaines. Maintenant, on a eu 34-35 qui sont nés à Vauban. On a pu manipuler aussi quelques jours après la naissance. C'est pas un problème, il faut juste tenir compte en fait. Et de toute façon, c'est pareil, excusez-moi, hein, c'est un peu bazar là ce que je dis, mais quand on a dans les mains un bébé qui est né à 37 et un bébé qui est né à terme, c'est pas la même chose, surtout nouveau-né. C'est-à-dire que les réflexes sont pas les mêmes, l'état d'éveil, le tonus n'est pas le même, faut le prendre en compte. C'est juste qu'il faut bien connaître le développement psychomote de l'enfant et quand même le développement in utero, mais clairement c'est pas la même chose. Donc si on manipule un prémat de 35-36 qui vient de naître par exemple, bah oui, c'est pas la même chose qu'un enfant qui est né à 41 semaines ou même post-terme. Donc voilà. Je lis en même temps les questions. Quelle est pour Alexandra la part génétique et la part environnementale sur le développement embryologique puis du nourrisson? Je sais pas, à tes souhaits. Santé. Je crois qu'il y a des deux, évidemment. Moi, je rajouterais que la part environnementale, c'est la part émotionnelle familiale aussi. C'est-à-dire l'état émotionnel des parents, le passé des parents, en fait. Il y a tout ce qui est généalogie qui compte énormément. Je pense qu'on est vraiment la somme de tout ça et il faut essayer de le prendre en compte. Mais une fois de plus, quand on fait une séance de 45 minutes, 1 heure, c'est difficile de tout prendre en compte. Donc moi, je vais beaucoup au ressenti, en fait. Oui. Ton ressenti, mais alors du coup, ça nous permettra, si tu vas au ressenti et à l'essentiel, quel est ton essentiel? Ça dépend de l'enfant. C'est pas pareil pour tous les enfants. Donc, je peux pas te nommer un truc. Il y a des enfants qui ont l'air d'aller bien. Et en fait, quand tu les touches, c'est une catastrophe. Tu as des enfants, au contraire, tu te dis, ouh là là, la posture, c'est pas possible, il y a un torticolis, il y a ceci, il y a cela. Mais au final, tu les traites et ça se passe bien. Donc, c'est vraiment, il y a autant d'essentiel que de passion, en fait. Faut le transposer un peu aussi à l'adulte. C'est-à-dire que, oui, tu as des grandes lignes, mais clairement, chaque adulte que tu vas prendre en consultation va être différent. Donc, c'est exactement pareil pour les bébés, finalement. Et en plus, il y a la dimension des parents. Donc, ça veut dire que tu traites un enfant, mais tu vas aussi avoir la dimension parentale. Donc, c'est plusieurs, on va dire, inconnus, entre guillemets, qui vont se mélanger. Donc, vraiment, l'essentiel, c'est que l'enfant, il sort de la consulte en étant, j'ai envie de dire, bien confortable. On prend en compte évidemment le motif de consultation des parents, mais clairement, on ne traite pas un motif de consulte, on traite le bébé. Donc moi, ils me disent, il a des coliques, moi, je vais leur trouver d'autres trucs à manipuler, mais en leur expliquant le lien, quoi. Enfin, voilà, et il faut faire beaucoup aussi de conseils. On en parlait tout à l'heure, j'y reviens un petit peu sur l'exercice même en matière libérale, c'est la même chose. Il y a une part non négligeable de conseils adaptés à l'enfant, surtout quand c'est un premier enfant, de réassurance. Parce que quand ils font les consultes chez le pédiatre, ça dure 5-10 minutes. Ils n'ont pas le temps de poser toutes leurs questions. Et quand ils les posent, parfois, il n'y a pas forcément de réponse claire. Donc, ils en profitent, en fait, pour vous demander des trucs. Donc, pareil, en fonction du cas, en fonction des parents, il faut savoir quand même être bienveillant et essayer de rassurer au maximum les familles. Il y a un gros rôle comme ça de conseil, hein, je trouve, dans la consulte. Donc, voilà. Justement, alors moi, c'est vrai qu'on vient de parler des conseils. Moi, c'est une question que je pose à tous les ostéopathes qui se sont orientés vers la pédiatrie. Je leur demande de me parler de leur anamnèse. Est-ce que Ouais. ton anamnèse qu'on peut imaginer spécifique,
Est-ce que tu y as, Mhm. avec justement cet exercice libéral et cet exercice en maternité, est-ce que finalement il y a des questions, Ouais. des orientations, des choses qu'il faut absolument pas rater? Est-ce qu'il y a Mhm. peut-être une évidence aussi dans certaines Ouais. questions ou dans le… Et du coup, ça orientera aussi les conseils. Alors, en gros, quand ils arrivent, bon, bah, date de naissance, forcément, je demande tout de suite le motif de consultation parce qu'ils viennent pour ça, ils veulent vous le sortir. Donc, hop, on demande le motif de consulte. Et après, je rebondis sur d'autres choses. Ouais, Je finis juste. ouais, je te coupe juste en aparté. On avait aussi une question qui nous a été posée sur la lecture des carnets de santé. Oui, ok, ça marche. Alors, le carnet de santé, je le demande aussi, évidemment. Quand ils l'ont pas, je suis un peu embêtée parce que moi, je veux quand même m'assurer que l'enfant est suivi. Après, tu le vois aussi en fonction des gens que tu as en face de toi, mais vraiment, je le dis dans le SMS de rappel, il faut vraiment avoir le carnet de santé avec soi. C'est une protection juridique un peu aussi par rapport à tout ce qui est aussi certificat de non-contre-indication chez moins de 6 mois, ça on pourra y revenir, mais je préfère avoir le carnet de santé quand même. Donc, en gros, date de naissance, motif de consulte. On discute sur le motif de consulte. Donc, souvent, les motifs les plus retrouvés, colique, RGO, reflux, problème d'allaitement, problème de rotation de tête, tête plate. Voilà, c'est vraiment les 4 motifs qu'on retrouve le plus en périnate, en tout cas chez les petits. Ou alors le fameux bilan. Mais quand c'est un bilan, il y a toujours quelque chose derrière. C'est-à-dire, il y a forcément des pleurs qu'on n'arrive pas à comprendre, etc. Donc, moi, je demande les conditions d'accouchement déjà. Donc, les conditions d'accouchement, le terme, évidemment, c'est hyper important. La bière à la naissance, taille, poids, périmètre crânien. Comment s'est passée la grossesse? Alors, je demande comment s'est passée la grossesse. Souvent, on me dit très, très bien. Et puis après, je creuse, hein, parce que sinon, on n'aura pas les infos. Est-ce qu'il y a une hospitalisation? Est-ce qu'il y a une menace d'accouchement prématuré? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contractions? C'est le combienième bébé? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches avant? Après, non, mais est-ce qu'il y a eu des fausses couches avant, des IMG, enfin, des choses? Est-ce que c'est un bébé issu d'une PMA? J'essaie de demander comment était le bébé in utero. Est-ce que c'était un bébé qui bougeait beaucoup? Est-ce qu'il s'est retourné tôt? Est-ce qu'il s'est retourné tard? Dans quelle position il était? Le ressenti de la maman pendant sa grossesse, parce qu'elle a eu un stress pendant la grossesse. Donc vraiment, des infos quand même assez précises par rapport à la grossesse. Et j'essaie aussi, pour leur donner une idée du timing, de me baser sur les 3 échographies obligatoires, qui, je le rappelle, sont à peu près à 12, 22, 32 semaines. Ça permet d'avoir une idée un peu de la chronologie. Ensuite, je demande comment un peu se passe une journée type. En fait, c'est tout bête, mais bon, après, ça va changer aussi un peu, presque tous les jours chez les enfants, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pleurs à un moment donné de la journée ou pas? À quoi ils pensent que sont dus les pleurs? J'implique beaucoup aussi les parents dans leurs hypothèses parce que c'est quand même important, c'est eux qui connaissent leur bébé. Ensuite, par rapport au motif de consultation, sur tout ce qui est plagio, rotation de tête, je leur demande s'ils ont repéré quelque chose et après, moi, je regarderai. Et parfois, alors de plus en plus, je remarque avec les années que les parents arrivent à voir si leur bébé tombe bien la tête des 2 côtés, si tout se passe bien. Tout va bien? Et en fait, je les implique un peu là-dedans et après, je teste devant eux et je leur montre, là, par exemple, il y a plus de mobilité, moins de mobilité, etc. Tout ce qui est digestif, c'est pareil, je demande beaucoup les conditions de l'allaitement. S'il n'y a pas d'allaitement, je demande pourquoi, mais en toute bienveillance. C'est-à-dire, je ne leur demande pas, ah bon, vous n'avez pas allaité dès le départ? Non, non, je leur dis, alors, si vous n'avez pas allaité, 2 secondes. Si vous n'avez pas allaité, est-ce que c'était des difficultés d'allaitement ou est-ce que vous n'aviez pas envie d'allaiter? Parce qu'il y a une différence entre difficulté et le fait de ne pas vouloir. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Et du coup, voilà, j'en étais où? J'en étais donc par rapport à l'anamnèse. Ensuite, dans le carnet de santé, je vais regarder toutes les petites infos de l'accouchement, mais ça, faut faire préciser parce que ne serait-ce que pour les voix basses avec instrumentalisation, en gros, c'est pas marqué que c'est les forceps ou la ventouse, donc ça, faut demander. Il faut demander pourquoi aussi il y a eu ça. Petit aparté là-dessus, moi, je suis persuadée que l'accouchement découle de la position in utero pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'un bébé qui est coincé complètement sur la droite sortira moins bien qu'un bébé qui est en IGA, bien dans l'axe, etc. Donc, potentiellement, un bébé qui est un peu plus contraint aura peut-être une instrumentalisation. Sachant que pour moi, parfois, des forceps bien posés n'auront pas d'incidence sur le crâne. Et puis, à l'inverse, une voix basse qui a l'air dans les faits sur le papier sur le carnet de santé tout à fait normal va causer quand même beaucoup plus de contraintes que s'il y avait eu forceps ou ventouse. Donc voilà. Carnet de santé, je regarde aussi tout ce qui est marqué après que le médecin marque en fait par rapport aux consultations, parce que des fois les parents oublient. Donc voilà.
pour l'anamnèse. Oui. Renseignes-tu des informations sur le carnet de synthé Ah, bonne question. avec, Alors, avec ton tampon? oui, avec mon tampon. Non, incognito en fait. Je mets pas mon nom comme ça, on sait jamais. Alors, non, Moi, plus moi, moi, sérieusement. en aparté, je signe toujours Christian de France. Ouais, c'est bien, ça remarque. C'est une bonne idée. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Alors, écoute, en fait, je le fais pas en systématique. Je le fais uniquement quand j'ai des plagios ou des brachycéphalies que je mesure avec un craniomètre et je mets la mesure en mettant que la norme c'est ça, la mesure c'est ça. Ensuite, je marque que j'ai donné des conseils positionnels, que je conseille de l'ostéo et si par exemple j'ai besoin d'un avis kiné, je marque avis kiné demandé. Voilà. Mais je ne vais pas mettre, parce que des fois, quand j'ai des carnets de santé, je vois des confrères ou des consoeurs qui ont marqué technique d'estrade, technique sur le cervelet. Enfin, on va nous prendre pour des fous, en fait, à faire ça. Et c'est pas que j'y crois pas ou quoi. C'est juste qu'il faut quand même savoir avoir le même langage. Le carnet de santé, c'est pour tous les professionnels, donc on a le droit de marquer sur le carnet de santé, il n'y a pas de raison. Mais si on marque du chinois pour les autres, ça ne sert à rien, en fait. Et même le patient, il ne comprend pas. Donc, j'essaie de rester très succincte en fait sur le carnet de santé. Parfois, dans certains cas, quand par exemple il y a un RGO qui est vraiment suspecté ou qu'on n'arrive pas à traiter certaines choses en ostéo, que peut-être il y aurait besoin d'une prise en charge un peu plus allopathique, je vais demander un avis sur le carnet de santé. Mais sinon, je ne fais pas en systématique. Mais on pourrait, enfin, c'est moi qui fais comme ça, mais on pourrait, hein, c'est pas, voilà. On avait une question sur cette communication interdisciplinaire. C'est vrai que moi j'ai une approche ostéopathique où j'essaye de vraiment examiner mon rôle en fonction des situations et donc de hiérarchiser mon rôle en quelque sorte. Sûrement question de sécurité ou peut-être un peu trop d'ailleurs, mais est-ce que tu as quand même l'idée, tu parlais effectivement de l'aide de la kinésithérapie. Est-ce que par exemple tu attendrais qu'un bébé ait vu un kinésithérapeute avant d'envisager une consultation d'ostéopathie? Non. Non, mais en parallèle, hein. C'est-à-dire que moi, là où je travaille, donc je suis installée à côté de la place de la Nation à Paris. Dans le quartier, en fait, j'ai tout un réseau de professionnels. Alors, j'ai quelques pédiatres à qui je peux envoyer si, par exemple, les parents veulent changer de pédiatre ou s'ils m'envoient des bébés. J'ai un très bon cabinet de kiné où elles sont 4 et on communique beaucoup, et, quitte à s'appeler même pour parler de certains cas d'enfants si besoin. Des sages-femmes également. Donc, oui, il y a tout, on va dire, un réseau pluridisciplinaire. Mais par contre, j'envisagerais pas de faire voir un bébé avant de faire une consulte. Et de toute façon, dans les faits, ça me paraît un peu compliqué parce que si j'ai un bébé en consultation, je vais faire ma consultation. Sauf s'il y a une énorme contre-indication, il y a un hématome crânien ou je ne sais quoi, où là, je refuse. Mais c'est pas au kiné que j'envoie, c'est au pédiatre quoi, directement. Donc non, mais par contre, j'aime bien que les parents aient un suivi pluridisciplinaire la plupart du temps. Moi, quand je l'estime nécessaire, je leur dis et je leur donne des noms. Quand je l'estime pas forcément nécessaire, mais qu'ils veulent le faire quand même, moi, je les encourage parce que j'estime que ça fait partie de leur prise en charge et que ça peut pas faire de mal, entre guillemets. Mais voilà, je n'ai pas envie d'avoir, on va dire, j'envoie pas chez le kiné avant de faire une consultation ostéopathique. Voilà. Alors, je regarde. Pendant que tu regardes, je peux juste parler d'abord un peu psy dont on avait parlé juste après la HAS. C'est un peu comme tous les patients, c'est-à-dire qu'il y a la dimension psychologique, émotionnelle, mais chez le bébé, c'est très exacerbé parce que la maman vient d'accoucher, il y a tout le flot hormonal. Ça, vous le savez tous, je pense. Et je parlais tout à l'heure des mots à pas dire. Ça m'a fait penser à ça parce que moi, les étudiants, quand ils prennent en charge, en fait, souvent, je leur demande de faire l'anamnèse pour les entraîner et puis comme ça, on corrige derrière. Et c'est vrai que, eux sont encore très scolaires. Donc, ils restent dans les trucs qu'ils ont appris à l'école et du coup, ils ne s'adaptent pas forcément aux patients et ça se voit. Et il y a certains termes avec lesquels j'ai remarqué que ça ne passait pas forcément en fait auprès des parents. Je vais vous donner les exemples de termes et je vais vous donner aussi un exemple concret de ce qui nous est arrivé à Vauban. Donc, par exemple, quand on parle de dysfonction ostéopathique, il y a le mot dysfonction en fait. Pour eux, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas chez leur bébé.
Donc, même si on sort le mot, il faut vraiment essayer de préciser que c'est ostéopathique, ça veut dire qu'il y a une structure qui bouge moins bien, une structure qui bouge que dans un sens et pas dans l'autre, et que notre travail, justement, c'est de faire en sorte que ça bouge. Suture chevauchante. Alors ça, par rapport au crâne, oui, les nouveau-nés, ils ont des sutures qui chevauchent, mais c'est pas forcément problématique, pas tout le temps. Donc, faut expliquer aux parents aussi. Faut pas hésiter à leur faire caresser le crâne de leur enfant en leur expliquant que les petits bosses, les creux, etc., c'est normal. Et désacraliser ce truc-là, que c'est au crâne en fait, parce que dès que ça touche au crâne, au cervical, ça y est, on est foutu. Enfin voilà, donc vraiment ça, essayer d'avoir un discours rassurant, mais je dis pas de rien dire ni rien, mais vraiment il y a des termes, voilà, suture chevauchante, problème de mâchoire, problème de succion, problème de pied. Attention aussi à tous ces mots. Moi, je remplace par, là, vous voyez, la posture, elle est plus comme ça. Ici, ça bouge moins bien. Ici, je sens qu'il y a une tension. J'essaye pas de minimiser, mais d'expliquer un petit peu différemment les choses. Pareil, quand vous parlez d'asymétrie, etc., ça peut être perçu très négativement par les parents. La petite anecdote que je voulais vous expliquer, c'est qu'à Vauban, une fois, on a eu un bébé qu'on a dû on a dû le manipuler parce qu'en fait, il était extrêmement rétrograde. Et du coup, en fait, il avait du mal à téter. Il faisait beaucoup de crevasses à la maman. Et donc, moi, je l'ai pris en charge en ostéopathie. Et comme je devais aller voir une autre maman, j'ai demandé à mes étudiants qui étaient là avec moi, je pensais qu'ils avaient bien compris tout, voilà, que du coup, on allait de leur expliquer en fait ce qu'on avait fait. Moi, j'ai expliqué au départ. Et puis, du coup, l'étudiant restait avec la maman pour faire la consultation de la maman et lui expliquer aussi par rapport au bébé. Erreur de ma part, hein. En gros, l'étudiant a dit mauvaise succion, mâchoire déplacée. C'est tout, hein. Quand je suis revenue la semaine d'après, je me suis fait prendre mon regard d'yeux par le pédiatre qui m'a dit mais c'est quoi ça? On ne peut pas dire ça à une maman. Elle était paniquée, elle voulait un autre avis, elle voulait sortir en avance de son séjour à la maternité pour aller faire passer un scanner au bébé. Parce qu'on avait utilisé les très mauvais termes, c'est-à-dire mâchoire déplacée, mauvaise succion. En gros, on lui avait fait comprendre que la mâchoire du bébé, elle n'était pas dans l'axe et qu'en gros, il ne pourrait jamais être dentesté et que nous, on allait réparer ça. Par contre, ça sonnait très, très fort. Au final, la séance avait quand même bien fonctionné sur l'allaitement, mais le discours avait été tellement anxiogène et c'est de ma faute. J'aurais dû en fait aller au bout de ma consultation. Mais vous voyez quand même, ça peut quand même induire des choses. Une autre fois, on a une maman qui nous a rappelé une semaine après parce qu'elle avait été prise en charge et que elle voulait savoir si il fallait faire d'autres examens complémentaires. Et en fait, elle parlait pas bien français, elle n'avait pas compris que la prise en charge ostéo, c'était du bonus entre guillemets, que c'était pas parce que le bébé avait un problème. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à ça. Et en cabinet, bon, c'est un peu moins vrai, je dirais, parce que les parents sont quand même déjà un peu au courant, ils font la démarche de venir vous voir. Donc, ils connaissent déjà un petit peu l'ostéo, ils savent à peu près pourquoi ils viennent vous voir. En maternité, il y a des parents qui ne connaissent pas du tout, enfin, en tout cas chez moi, notre pratique. Hein. Donc voilà, faire très attention à ce qu'on dit. Toujours une réassurance des parents en permanence sur leur capacité aussi à être parents. Il y a des mamans qui ne sont pas sûres d'elles. Moi, je leur explique que celles qui connaissent leur enfant, que si elles ont un doute, il faut s'écouter. Voilà. Souvent, moi, le discours que j'ai, c'est que les pédiatres vous traitent de mère hystérique. J'ai entendu des trucs pas possibles. Après, évidemment, il y a des formations aussi du patient, mais en gros, les mamans sont un petit peu les culpabilisées auprès de leur bébé. Vous êtes trop anxieuse, c'est pour ça que votre bébé pleure. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai aussi dans certains cas, mais il faut vraiment essayer de rassurer au max les parents, idem pour les problèmes de tête plate. Alors ça, souvent, on me dit oui, je suis sûre que c'est parce qu'il a été trop dans le transat, trop ceci, trop cela. Bah non, pas forcément. Donc pareil, il faut essayer de les rassurer là-dessus. Donc voilà. Je voulais te dire un mot sur la prise en charge des plus grands quand ils sont en âge de parler, de s'exprimer. C'est pareil, c'est un être vivant en face de vous, donc il ne faut vraiment pas hésiter à avoir une communication avec l'enfant. Quand ils sont plus grands, c'est génial parce qu'ils vous disent en brut ce qui se passe, donc il n'y a pas de filtre. Et c'est plutôt cool, mais on a une belle communication à avoir avec ces enfants-là. Et puis pour les plus jeunes, qui ne savent pas encore parler, notamment, moi, les pires, c'est les 12-18 mois en cabinet. Il ne faut pas hésiter à avoir un peu de matériel, à avoir des jouets, des trucs sympas qu'ils aiment bien. Moi, ça m'arrive aussi j'ai un tapis de sol en fait et de traiter carrément par terre, notamment chez les 1 an parce que sur la table, alors j'ai une façon de prendre le bras de l'enfant pour pas qu'il tombe, mais enfin, il faut gérer l'enfant, parler avec la maman, faire la consulte et faire en sorte que l'enfant ne tombe pas. Donc, des fois au sol, c'est plus facile. Donc, faut pas hésiter si on a un peu de place à faire ça parce que c'est quand même beaucoup plus confortable pour nous et pour eux. Donc voilà. Et puis
Et pareil, hein, moi je laisse pas pleurer, donc c'est pareil pour les plus grands en fait. Hein. S'il y a un inconfort ou quoi, on essaye de changer un petit peu, mais en attirant l'attention de l'enfant sur autre chose, on y arrive. Bon, on essaye d'éviter les écrans, hein. Évidemment, il y a des parents qui dégainent le portable tout de suite. Après, on n'est pas là pour faire non plus l'éducation auprès des parents. Chacun voilà, a ses idées. Quoi d'autre sur ça? Moi, je rajoute juste un truc, c'est qu'on n'est pas des psys. Voilà, on n'est pas des psys. Donc, il faut le prendre en compte dans notre pratique puisqu'on a une approche globale, mais en même temps, on n'est pas psy. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais si on sent qu'il y a un truc, il faut essayer de les orienter au mieux. Mais c'est pas évident en 45 minutes. Hein. C'est pas évident. Donc voilà, là-dessus, sur l'abord. Je sais pas s'il y a des questions sur cet abord-là, sur cette approche-là. Non, j'en vois pas. Moi, j'ai une C'est bon question pour tout le sur monde. le nombre de séances. Alors, je sais qu'il y a Ah oui, évidemment je vais y venir. Ouais, je vais y venir. un nombre de séances en Ok. fonction de ce qu'on verra. Alors, moi, je vais peut-être pas dire pareil que tout le monde. Alors, nombre de séances. Je vais commencer par la femme enceinte, déjà. Donc, la femme enceinte, moi, je conseille minimum une séance dans la grossesse. C'est-à-dire que je vois beaucoup passer une séance par trimestre. Je vois même passer une séance par mois. C'est trop pour moi, une séance par mois, clairement. Une séance au moins pendant la grossesse, voire un peu plus s'il y a besoin. Alors, généralement, elles viennent parce qu'elles ont mal au dos. Maintenant, ce qui est intéressant de faire éventuellement, c'est une séance avant la grossesse. C'est-à-dire, voilà, avant qu'il y ait la grossesse. C'est intéressant pour celles qui connaissent l'ostéo et qui y vont régulièrement. Sinon, la séance de la grossesse, je la mettrais vers 5-6 mois de grossesse. Après, généralement, de toute façon, elles font un petit bilan, mais le petit bilan, il est fait souvent plus tard. Quand elles viennent en bilan, c'est vers 7-8 mois. Et quand elles viennent avant, c'est parce qu'elles ont des douleurs. Et quand elles ont des douleurs, on fait une séance. En fonction du cas, entre guillemets, je leur dis qu'on sera peut-être amené à se revoir une fois. En général, j'ai ça de 6 à 8 semaines. Mais je leur dis que c'est quand même à la demande. C'est-à-dire que si dans 3-4 semaines, il y a à nouveau des douleurs, du coup, elles peuvent revenir sans problème. Donc voilà, ça c'est pour la femme enceinte. Chez le bébé, ah oui, donc chez la femme en postpartum, je conseille à peu près 5-6 semaines après la naissance, avant la rééducation du périnée. Pourquoi autant de temps? Parce qu'en fait, il y a toute la laxité ligamentaire, donc c'est plus efficace, je trouve, d'attendre un peu. Mais en maternité, on les prend en charge, donc à J2, J3, J4, en fonction des cas. Ça aide, en fait, c'est un peu de la bobologie, entre guillemets, dans le sens où c'est souvent parce qu'il y a une demande. Il y a une douleur particulière. Évidemment, des fois, on est cassé partout après un accouchement. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de se faire manipuler en postpartum. Moi, perso, je veux dire, c'était mon cas. Hein, je veux dire, après une césarienne, on n'a pas forcément envie. Mais il y a des choses à faire, justement, après les césariennes, sans toucher la cicatrice au début. Bref, tout ça pour dire que on peut les prendre à tout moment, mais dans l'idéal, en cabinet, je dirais quand même 5-6 semaines après la naissance. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Donc voilà. Chez le bébé, alors chez le bébé le plus tôt possible, vous l'aurez compris, surtout en travaillant en mater, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire dès le départ et ça marche super bien. En une séance, des fois c'est réglé, alors que quand ils ont 3 mois, on galère, clairement. Et dans l'idéal, dans le premier mois de vie. Voilà, pour ne pas mettre la pression aux parents, je leur dis ça. Ensuite, la fréquence des séances. Alors c'est pareil, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, pas chez moi. Donc concrètement, je les vois en général, la majorité des bébés, je les vois entre 6 et 7 semaines de vie pour la première consultation. Ensuite, si vraiment je vois que ça marche, tout va bien, etc., je leur dis que ça sera à la demande et qu'éventuellement, en bilan, entre guillemets, on se voit vers les 1 an de l'enfant au moment de la mise en charge, c'est-à-dire au moment où ils se mettent debout. Je n'ai pas forcément besoin de les voir aux différentes étapes psychomotrices parce que ça se fait bien, ça se fait seul. Si je sens les parents assez branchés, motricité libre, etc., je sais que ça va rouler. Mais par contre, je leur dis attention, ça ne veut pas dire de ne pas du tout venir me voir s'il y a quoi que ce soit. Okay, dans le quoi que ce soit, je noterai les petites asymétries posturales, un bébé qui est moins bien, en fait, que les parents sentent moins bien, des inconforts digestifs, je sais pas, des retards moteurs, voilà, des choses comme ça où les parents ont un doute, ils viennent et puis on fait un bilan un peu plus tôt. Après, dans les cas, les coliques en général, normalement, les séances, ça se règle quand même pas trop mal. Tout ce qui est plagio, par contre, je les suis parce que c'est trop important et on a un timing très serré. Donc, un bébé qui vient casser. Alors, les plagios se voient en général vers 6-7 semaines de lit, sauf cas particulier où des fois ils naissent avec une déformation crânienne, ça arrive. Je leur demande de venir dans les 3-4 semaines.
Donc voilà. Et après, la deuxième séance, en fait, je réespace. Je les vois pas toutes les 3 semaines, les plagios. Je vois beaucoup de confrères qui font ça. Moi, pareil, je suis pas d'accord avec ça. Il faut le temps que le crâne grossisse aussi pour voir un petit peu notre action. Donc du coup, en deuxième séance, je vais espacer un peu plus. Si je fais par exemple première séance, deuxième séance à 3 semaines, troisième séance à 5-6 semaines. Mais ça, c'est un ordre d'idée, c'est en fonction des cas, évidemment. Ensuite, quand ils grandissent, donc une séance à la marche, à 1 an et demi, en fonction des enfants. Et pour moi, c'est bien de faire un bilan annuel jusqu'à 3 ans. Et à partir de 3 ans, ça va être tous les 2 ou 3 ans. C'est ça que je conseille. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Il n'y a pas l'air. Ben non, mais je pense que Non, c'est bon. tout ce que tu dis rentre alors. Il y a Bon, rien qui écoute. sort. Mais Ou c'est alors, j'ai perdu tout le monde. C'est possible non, aussi. non, mais c'est une bonne, non, mais c'est une bonne chose. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir et puis tu verras que les questions arriveront demain matin quand tu seras plus là. Oui. Mais je ne répondrai pas. C'est fini. Non, je plaisante. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La notion de perte de chance. On parle du risque des conflits, etc. La notion de perte de chance, moi, je vais repérer 4 choses. En premier, la plagiocéphalie. Clairement, si on n'arrive pas à prendre en charge, ou si on voit que sur 2 ou 3 séances, ça s'aggrave, il faut faire quelque chose, en fait. Donc, moi, je vois trop de bébés qui viennent avec des plagios. Alors, il y a aussi une différence entre ce que les parents vous racontent et ce qui s'est passé réellement. Donc, je ne vais pas fustiger des collègues ou quoi, mais clairement, c'est la plagio, c'est particulier. Il faut vraiment qu'on ait une évolution positive. Pour ça, pour moi, il faut les objectiver, les plagios. Alors ça, c'est propre à moi, mais moi, je fais des photos et je mesure au craniomètre. C'est important parce que ça permet de dire aux parents, voilà, on a tant de mesures. Alors, je leur explique que c'est quand même approximatif parce que c'est moi qui mesure, donc je suis humaine et je ne suis pas un robot, donc forcément, il peut y avoir une marge d'erreur. Mais que, en gros, telle mesure, ça correspondrait à tel degré de sévérité. Donc, on voudrait descendre à telle mesure. Je prends des photos aussi parce que chaque plagio, chaque déformation est différente. Donc, ça permet d'évaluer, on va dire, l'harmonie globale du crâne. Et pour ça, je suis assez carrée, en fait, là-dessus. Et j'ai tout un protocole pour les accompagner. Et surtout, je reste joignable entre 2 séances. Ils peuvent m'envoyer des photos et me dire ce qui ne va pas, etc. Donc, les plagios, il y a une perte de chance énorme chez certains bébés. Les plagios, de 0 à 3 mois, on y arrive. De 3 à 5 mois, c'est possible, mais ça dépend des parents et des bébés. Et les plagios que j'ai récupérés, entre guillemets, donc les asymétries, je ne parle pas des brachycéphalies, je parle vraiment d'un côté juste aplati. Le maximum que j'ai récupéré en ostéopathie, c'est 7 mois et demi. Je suis un bébé à terme. Après, pour moi, c'est compliqué, à part le casque. Alors, on m'a demandé justement en question qu'est-ce que je pense du casque. Je suis ultra pour, même si ce n'est pas l'avis d'autres ostéos, c'est pas grave. À partir d'un certain âge, par contre, pas à 4 mois non plus. Mais quand il n'y a plus de solution, on ne va pas les laisser avec des crânes de travers, quoi. Donc, pour moi, le casque peut être une solution. J'aime bien les accompagner en ostéopathie également avec le casque, parce qu'il y a des choses à travailler avec un casque qui sont nécessaires. Et voilà, mais oui, je suis pour le casque. Et surtout, les plagios, il faut vraiment savoir les accompagner. Il faut avoir un protocole. Il faut savoir quand ça devient sévère ou pas. Il faut savoir l'âge. Il faut connaître aussi tous les développements psychomotres pour savoir si ça entrave pas la psychomotricité, parce que des fois, c'est le cas. Donc voilà, perte de chance sur les plagios. Perte de chance également sur tout ce qui est neuro. Je vous donne juste un exemple assez parlant qui m'est arrivé il y a 3-4 ans, un truc comme ça. En fait, c'est un bébé de 5 mois que j'ai eu en consultation. Donc, une copine psychomote, donc elle m'appelle en me disant, voilà, elle a pris rendez-vous avec toi. C'est moi, elle a appelé devant elle, en fait. Parce que ce bébé, il fait rien. Il est un peu apathique et il est hypotonique. Et ce bébé était suivi par PMI et pédiatre. Et en fait, ce bébé, dès la première séance, je me dis, ouais, il y a un truc qui ne va pas. Il était tout mou, il ne regardait pas. Et la maman me dit, mais jusqu'à 3 mois, ça allait. Puis à partir de 3 mois, plus rien. Donc, oui, on suspecte des trucs. Nous, avec ma collègue, on a suspecté soit un bébé secoué, soit un déficit neuro. Oui. Dans mon sac peut-être, mais sinon j'ai bientôt fini, tu descendras tout à l'heure. Désolée. Donc du coup, ce bébé-là, en fait,
voilà, soit grand syndrome, soit problème génétique, soit bébé secoué. Donc, faut aller vite. Hein. Faut pas dire dans ces cas-là, dans ces cas-là, on va se revoir une deuxième fois dans 3 semaines et on avisera. Non, en fait, dès la séance, on a appelé le neurologue, elle a pris rendez-vous et ce bébé avait donc une maladie génétique dont je n'ai plus le nom en tête, avec malheureusement une espérance de vie très courte. Donc c'est dramatique, mais certains bébés, on peut les aider en fait, hein, même quand c'est des maladies très graves, on peut les aider d'un point de vue confort, d'un point de vue confort respiratoire, déglutition, etc. Donc perte de chance, attention sur les neuros. Mais les neuros, je pense qu'on les voit en fait. Hein, c'est quand même flagrant pour moi les neuros. Perte de chance également sur tout ce qui est problème de frein de langue. Pour les problèmes d'allaitement, il faut savoir les repérer quand même. C'est pas évident, hein. Moi je trouve que c'est pas forcément facile. Tous les freins de langue ne sont pas à couper non plus pour moi, hein. Ça c'est une opinion toute personnelle. Ça dépend comment est le bébé, comment il est au sein, etc. Donc voilà. Dernière chose, perte de chance sur tout ce qui est posture et scoliose infantile. Pareil, hein, quand on a des jeunes enfants, il faut les observer, hein, absolument. Il faut voir si ça commence à partir en scoliose ou pas. Parce que ça, il y a aussi des choses à faire en kiné. Donc, faut pas attendre, en fait. Voilà. Mais, à l'inverse, il faut pas non plus inquiéter les parents pour des bêtises, quoi. C'est-à-dire que, je parle de ça parce qu'en fait, pareil, avec mes étudiants, souvent on parle des réflexes archaïques, est-ce qu'on les fait ou pas en ostéopathie? Moi, je vais en faire certains pour évaluer le tonus. Maintenant, je ne vais pas tous les faire, je ne suis pas pédiatre, c'est pas à moi de les faire. Et puis en plus, en maternité, ils sont sculptés les bébés. Hein, donc voilà. Donc tout ce qui est réflexe, parfois, si vous me dites tiens, il y a moins de réflexes de grassine à gauche, ok, mais vous en faites quoi? Est-ce que vous allez dire aux parents votre bébé il a un problème neurologique dans le bras gauche, il faut aller voir le pédiatre? Attention à ce qu'on dit quand même là-dessus. Donc je pense qu'il faut quand même bien connaître tout ça. Et si on a un doute, moi j'ai envie de dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, on réfère. Voilà. Et bien s'assurer que le bébé consulte les pédiatres. Donc voilà, c'est notre bouée de sauvetage un petit peu quelque part là-dessus, je pense. Donc voilà, oui. Est-ce que tu conseilles aux parents d'avoir un pédiatre ou est-ce que tu leur dis un médecin traitant avec une spécialité pédiatrique? Comme ils veulent. Comme ils veulent. Moi, d'expérience, j'ai eu un pédiatre pendant 1 an, elle était super, mais par contre, elle était super en retard aussi et ça ne nous a plus convenu à un moment donné, donc on est suivi par le généraliste qui, en fait, ça dépend de la personne. Donc, il y a des généralistes qui sont super avec les enfants et qui ont une très bonne prise en charge, donc c'est le cas. Et moi, je dis aux parents de surtout avoir confiance et quelqu'un de disponible, même s'il ne peut pas vous prendre dans l'heure, au moins qu'il puisse répondre au téléphone, par mail. Quand on a un doute avec son bébé, c'est dramatique de ne pas pouvoir joindre son médecin. Donc moi, je dis c'est vraiment au feeling aussi entre les parents et le médecin, que ce soit le médecin traitant ou le pédiatre. Je pense que ce n'est pas forcément une nécessité absolue, sauf pathologie particulière. Mais quand il y a des pathos particulières, l'enfant est suivi à l'hôpital en général. Il est suivi en spécialiste, avec des spécialistes. Donc, je ne pense pas que ça soit gênant d'avoir un médecin généraliste avec une spécialité de pédiatrie. Est-ce que… Alors, on a une question. Bon, on revient… Oui, je la vois de Hélène, c'est ça? Voilà, une question d'Hélène qui dit Alors, effectivement… oui. Est-ce que tu fais partie des ostéopathes de prévention, de précaution ou d'accompagnement à une situation compliquée, douloureuse? Tout ça à la fois. Donc, quand je parlais par exemple, en charge 2 ans, etc., c'est en préventif. C'est-à-dire, qu'est-ce que je regarde à ce moment-là? Tout ce qui est environnement de l'enfant, comment ça se passe dans sa vie. Je regarde beaucoup sa posture aussi. Même, j'aime beaucoup les postures des bébés, etc. Je trouve que ça donne beaucoup d'indications sur les tensions qu'on peut avoir. Sur les petits pieds qui rentrent en dedans ou qui sortent. Sur le bassin. Voilà, sur le dos également. Donc ça, on regarde parce qu'il y a des choses qui peuvent passer inaperçues. Pareil, un truc tout bête, j'y pense parce que ça a été le cas pour mon fils. Quand ils sont en âge d'écrire, donc beaucoup plus grands, la façon de tenir leur stylo et de se tenir quand ils écrivent, ça peut induire des tensions aussi, et ça peut être à cause de certaines tensions. Donc en préventif, et puis à la demande quand il y a un problème. Donc je leur dis bien, dans l'idéal, on fait ça, mais voilà, s'il faut, on peut aussi venir à tout moment quand il y a le moindre doute. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Alors moi, j'avais des petites questions que j'avais notées là, que tu m'avais données. Donc, Ah oui. je regarde, hein, mais tac, ça on a répondu. Ah oui, moi j'ai bien aimé cette question. Est-ce
Est-ce usant de prouver tous les jours sa valeur en institution? As-tu eu envie d'abandonner? Alors là-dessus, en fait, prouver ce qu'on fait, je l'ai beaucoup fait quand je me suis installée les premières années parce que pour moi, il fallait absolument tout prouver, que ça marche ce qu'on fait, évidence d'année de médecine, c'est la vie. Voilà, j'avais ce besoin de reconnaissance scientifique et médicale pour pouvoir pratiquer sereinement. C'est plus le cas du tout. Maintenant, je m'en fiche comme de l'an 40. Je n'ai plus rien à prouver, dans le sens où ce n'est pas science qui prouve ou pas ce que je fais. Donc, moi, ce que je vois au quotidien, c'est que ça fonctionne, que les patients sont contents, que les enfants vont mieux et que les parents aussi vont mieux. Donc, pour moi, c'est ça la preuve et j'en suis beaucoup revenue de toute cette preuve scientifique parce que pour moi, on ne peut pas prouver une thérapie comme l'ostéo, en fait, parce que c'est pas une thérapie, justement. Et du coup, je n'ai jamais eu envie d'abandonner, certainement pas. Mais en gros, en institution, s'il y a un médecin qui n'aime pas ce que je fais ou qui me prend pour une guignole, je m'en fous. C'est tout. Je suis là, j'ai ma place parce que je suis là. J'ai l'autorisation de ses pairs et de la directrice de la clinique. Donc, on a un rôle à jouer. Voilà. Et on essaie de le faire du mieux qu'on peut en se formant, en lisant, voilà, en travaillant au maximum. Mais non, maintenant c'est fini. Et c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut tout prouver. Ben, moi, je suis plus d'accord avec ça. Je pense qu'il faut plus tout prouver. Et du coup, ça ouvre quand même un champ des possibles. Et je pense notamment à tout ce qui est magnétisme énergétique. Hein. Je sais qu'on y croit, on n'y croit pas, mais ça ouvre des possibilités indéniables, hein, même dans la biodynamique. Enfin, c'est hyper intéressant tout ça. Et c'est dommage de se fermer justement à ça. Donc non, c'est plus usant parce qu'en fait, c'est dans la tête. C'est-à-dire que moi, je n'y accorde plus vraiment une grosse importance. Quand les gens sont intéressés, je leur explique ce que je fais. Quand ils ne sont pas intéressés, ben, tant pis, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc là-dessus, voilà, c'est une question que j'ai trouvée très intéressante. Il y avait d'autres questions. Est-ce que les patients viennent-ils encore d'eux-mêmes ou le jeu pluridisciplinaire opère de plus en plus? Bon, au sein de ma pratique, le jeu pluridisciplinaire, j'y arriver, opère de plus en plus. Mais c'est parce que aussi je suis installée depuis longtemps. Et je pense que, ouais, effectivement, parmi les jeunes, justement, médecins, ce que je disais tout à l'heure, ils s'y intéressent de plus en plus. Et tous les paramètres qui intéressent en fait à l'ostéo. Ils veulent travailler en pluridisciplinarité, donc c'est intéressant. Donc oui, ça opère de plus en plus, mais le bouche à oreille reste quand même très important. Ça, c'est indéniable, surtout entre mamans, en fait, clairement. J'avais quoi d'autre? Bébé le plus jeune que j'ai traité. Eh ben, je pense quelques heures de vie, le petit boulot qu'on me demande de regarder dès la naissance. Et j'ai souvenir d'un petit bébé qui était né dans la nuit, que j'ai dû voir le matin, donc quelques heures de vie. Donc voilà. Ah oui, les MAP, l'accompagnement des fausses couches et la PMA, tout ce qui est fertilité, etc. On va demander aussi. Alors, les menaces d'accouchement prématuré, c'est très simple. En maternité, je les prends en charge avec accord de la sage-femme, on en discute ensemble. Si on voit que ça peut faire du bien, que ça peut peut-être un peu même calmer le jeu au niveau des contractions, hein, même si, pareil, hein, en institution, on nous prend pour des dingues quand on dit ça, mais voilà. Par contre, en cabinet, clairement, les MAP qui doivent être au repos à l'IT, ben, si elles ne peuvent pas se déplacer au cabinet, c'est qu'on ne peut pas les prendre en charge. Je sais qu'il y a des ostéos qui travaillent à domicile. Moi, je trouve ça risqué de prendre en charge une MAP à domicile pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce qu'on peut provoquer. Il suffit que le traitement ne soit pas si bien donné que ça et on peut provoquer des contractions. Et forcément, pareil, s'il y a un accouchement primaire et qu'il y a une séance d'ostéo avant, d'un point de vue juridique, on peut vous l'imputer. Donc, ça, c'est dommage, quoi. Donc, pour moi, on a un rôle à jouer pour les menaces d'accouchement prématuré, c'est indéniable. Mais en structure, c'est beaucoup plus safe, en fait. Donc, voilà. Accompagnement fausse couche, pour être très honnête, j'ai jamais eu de femme qui venait en fait pendant ou juste après une fausse couche. Voilà. Donc j'en ai eu qui en ont fait un peu avant ou quoi que ce soit, mais voilà, je vois pas trop de quoi je peux parler là-dessus. C'est naturel quelque part malheureusement et enfin voilà, on peut pas grand-chose là-dessus. Et tout ce qui est fertilité, oui bien sûr, moi j'en vois pas mal aussi. Donc soit fertilité entre guillemets bilan avant de concevoir ou alors accompagnement d'AMP. On a des très beaux résultats, mais moi je pars du principe qu'il ne faut pas se les imputer à soi-même parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et il ne faut pas être trop imbu de nous-mêmes. Coucou. Donc voilà.
Mais la fertilité, les femmes, en fait, ont de plus en plus un accompagnement différent, en fait, de tout ce qui est médical pour leur bien-être, en fait, tout simplement. Donc, pas mal d'entre elles commencent le yoga, font l'acupuncture, font de l'ostéo, etc. Donc, voilà, pour ça. Je crois que c'était tout dans les questions, en fait, que j'avais notées, moi. Et du Là, il coup, y en il y a a une. celui Non, mademoiselle. Vas-y, Lucie. Fabien qui pose la question de comment prends-tu en charge les problèmes d'allaitement? Alors, mettre les questions. Déjà, faut voir si c'est un premier allaitement ou pas. Je dis ça parce qu'un premier allaitement, faut que ça colle entre le bébé et la maman. Et c'est pas évident pour une maman, c'est pas inné, hein, l'allaitement. Il faut beaucoup rassurer. Souvent, elles n'ont pas les capacités en elles. Et puis, il y a des idées reçues qui se baladent, du style vous n'avez pas assez de lait, etc. Mais tout ça, c'est vraiment des bêtises complètes pour moi. Enfin, voilà. Quand c'est un deuxième ou troisième allaitement, clairement, il peut y avoir un problème entre guillemets, au niveau, peut-être au niveau de la succion, du positionnement, etc. Donc, déjà, je regarde une TP, en fait, comment le PD se positionne. Si je vois qu'il n'y a pas un super positionnement, je réduis entre guillemets ça en expliquant bien à la maman les grands principes et de faire en sorte, en fait, qu'elle n'est pas trop mal. Je la rassure sur le fait que les douleurs en début de TP peuvent être normales, surtout au début, malheureusement. Mais que si c'est trop fort, ça, c'est pas normal. Et ensuite, par rapport au bébé, je vais investiguer toute la sphère au niveau de la face, la base du crâne, la posture, l'ostéoïde, tout ce qui est antérieur, le palais. Enfin, il y a énormément de choses à voir, mais ça dépend vraiment de chaque bébé. Malheureusement, entre guillemets, je dis malheureusement parce que à la maternité où je travaille, ils dégainent très très vite les bouts de sein et pour moi, c'est contre-productif. Mais bon, il faut faire avec. Quand ça les soulage et qu'elles peuvent continuer quand même le sein, c'est quand même positif. Donc voilà. Donc déjà, première chose, observer une tétée, replacer éventuellement, donner des astuces aussi de positionnement. Il faut savoir que, vous savez, la tétée classique en madone comme ça, là, c'est pas hyper naturel en fait. C'est vrai que le bébé soit allongé sur la maman, ça serait plus facile pour tout le monde. Donc voilà, expliquer 2-3 principes comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et en maternité, moi, je me suis déjà vue passer 1 heure, 2 heures avec une maman pour essayer de faire au mieux en fait pour son allaitement. Donc voilà. Je sais pas si c'était ce que tu attendais, Fabien. Il peut pas parler, hein, de toute façon. Donc, Si, on peut lui ouvrir la parole s'il a. on peut lui ouvrir le micro. Il a besoin. D'ailleurs, on va ouvrir. Je vais me permettre d'ouvrir les micros de chacun, comme ça, Ouais. effectivement, tout le monde va pouvoir, en levant la main, comme on l'avait bien fait la dernière fois, et puis on essaiera effectivement de pouvoir laisser la parole. Voilà, tous les micros sont ouverts. Et il manquait Clara. Voilà. Tous les micros sont ouverts. Alors, le but du jeu, ça ne va pas être d'envisager chanter la chorale, mais c'est possible que certains puissent ouvrir leur caméra s'ils ont des questions, parce que du coup, ça nous permettra de pouvoir aiguiller si besoin. Est-ce qu'il y a des questions et est-ce qu'on peut faire un tour de table justement pour Alexandra? Ça se connecte. Tu risques de faire sauter la connexion, Irvine, si tout le monde connecte et ses micros et ses caméras, tu risques de faire sauter la visio en fait. Alors, on est 15, je pense que potentiellement, bon, c'est pas bien grave. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions spécifiques après cette belle présentation très personnelle, et c'est aussi ce qui fait l'objectivité de ces confinements. Encore une fois, on le rappelle, c'est vraiment la vie d'une ostéopathe, d'un ostéopathe, d'être focus potentiellement sur leurs habitudes et sur la manière dont ils vivent leur métier au quotidien. Alors, un quotidien qui a été quand même perturbé par un confinement. Moi, j'avais une question à poser à Alexandra. Les consultations reprennent quand? Est-ce que le public très spécifique en pédiatrie et en périnatalité est autorisé à venir dans les cabinets et les salles d'attente? Et par quel biais on va réussir à envisager l'hygiène et la sécurité? Alors, moi, personnellement, je reprends le 11 mai, donc lundi, au cabinet. J'ai déjà mis un petit pied en maternité hier et avant-hier pour le personnel soignant, ça reste entre nous. Voilà. Et sinon, les patients, là, je suis full la semaine prochaine. Tout le monde m'a beaucoup sollicité en fait pendant le confinement pour me supplier de faire des consultations.
que j'ai refusé parce que voilà, je m'étais dit que je ne le ferais pas, donc je ne l'ai pas fait. Par simple précaution en fait pour tout le monde, pour moi-même et ma famille et puis pour eux aussi. Par rapport à cette population spécifiquement, on va avoir des règles d'hygiène au cabinet un peu plus strictes que d'habitude, même si d'habitude c'est quand même déjà pas mal, mais clairement on va éviter que les patients se croisent. On va faire en sorte que tout le monde se lave les mains juste en rentrant. Et puis moi je vais porter un masque et je vais demander aux patients adultes de porter un masque. Et puis voilà, donc il n'y a pas d'interdiction formelle pour les patients de ne pas fréquenter les salles d'attente. Je pense qu'ils le font déjà chez les médecins. Donc voilà, moi je reprends le 11. Par contre, je vais me laisser aussi quelques petits. En fait, j'ai bloqué des créneaux entre certains patients pour pouvoir avoir le temps de bien aérer, décontaminer entre guillemets. Mais voilà, donc mesures d'hygiène renforcées, pas de contre-indication. Il faut savoir que chez l'enfant, a priori, il y a moins de signes, à part ce fameux syndrome inflammatoire, là, Kawasaki, je crois. Voilà, donc on va faire au mieux, en fait, là-dessus. Moi, je me pose la question, parce que je travaille beaucoup avec les enfants dans les bras. Est-ce que je vais pouvoir toujours le faire ou pas? Dans quelle mesure ça va se présenter? Je vais essayer de moins le faire. Je vais peut-être plus mettre les enfants dans les bras des parents, pour le coup. Voilà, je vais essayer de m'adapter un petit peu, mais non, je reprends le travail lundi. Par contre, la maternité, c'est pas encore axé. On fait sur pour l'instant des adultes, mais pour l'instant, pour la reprise des consultations en chambre, on n'a pas de visibilité en fait. Donc, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a de la demande. Hein, il y a de la demande. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Attends, j'arrive mon cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les micros sont ouverts. Est-ce que vous avez des questions pour Alexandra pour cette vision justement en périnatalité et en pédiatrie? Alors, davantage concentré sur le discours, moins magistral, pas forcément les éléments techniques et le technico-technique. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ou est-ce que on finit sur cette bonne note de reprise et de déconfinement le 11? Merci, Alexandra. De rien. Bon, super. Alexandra, écoute. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été patients parce qu'il est quand même, ça fait un peu plus d'1h30 que je parle. On a effectivement. J'espère que ça vous a intéressé quand même, qu'il y avait des choses que vous avez appris. Et puis, par contre, je suis ouverte aux questions, il n'y a pas de souci. S'il y avait des questions même dans les jours qui viennent, Irvine, si tu veux me laisser mon mail, je vais le mettre en fait dans le chat. Comme ça sera fait.